commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Comment se situe-t-on sur la carte de la littérature européenne en tant qu'écrivain belge francophone? Quelles sont les thématiques qui traversent ces romans, habités par la notion de déplacement et de décentrement? Comment s'écrit un roman à une seule phrase? Qu'apporte l'IUPL, prix de littérature de l'Union européenne, en termes de visibilité et de dynamique à un écrivain qui a déjà écrit 2 romans, publiés par ailleurs aux éditions Inculte? Nous allons parler entre autres sujets de tout cela avec Philippe Marchewski. Mention spéciale de l'édition 2025 de l'IUPL pour la Belgique, il s'impose comme une voix forte et sensible dans le paysage littéraire contemporain. Avec son dernier roman, Quand Cécile, publié aux éditions du Seuil, il parle de la disparition brutale d'une jeune femme de 27 ans. En une seule phrase, ciselée et juste. Une seule phrase qui met en mots l'étrange lien, au sens propre comme au sens figuré, du narrateur et de cette femme. Scientifique de formation, puis libraire, puis écrivain à temps plein, Philippe Marchewski pose un regard singulier sur la littérature européenne et la circulation des textes, la construction des imaginaires et les dialogues que construit ce prix littéraire qui traverse les frontières. Philippe, vous êtes un écrivain belge publié en France. Quelle part de dialogue, éventuellement au-delà des frontières, mettez-vous en œuvre dans votre écriture? Est-ce que pour vous, il y aurait une singularité littéraire belge francophone? C'est une bonne question, c'est difficile à dire. C'est une question qui me met toujours un peu en difficulté parce que c'est difficile de juger une fois qu'on a le nez dessus. En fait, la littérature belge, c'est difficile de dire ce que c'est. Quand on a le nez dessus, c'est beaucoup plus facile enfin, je sais pas si c'est plus facile, mais il y a plus de pistes pour le dire quand on la voit de l'extérieur. Donc, par exemple, j'ai des amis, des gens qui travaillent sur la littérature belge en Pologne et qui arrivent à donner une définition de ce que c'est la littérature belge ou des thèmes ou des méthodes, des techniques de narration qui seraient qui distingueraient la littérature belge francophone, en tout cas de la littérature française. Mais une fois qu'on est dedans, honnêtement, c'est assez difficile à dire. Moi, à force d'y réfléchir, je crois qu'il y a quand même une position particulière de la littérature belge francophone qui est que on est en bordure du monde francophone. Euh, on est juste à côté du monde germanique et, et notamment à Liège où on a une histoire qui est quand même une histoire plutôt germanique, même si c'est une ville de langue latine et qui se vit comme étant très latine et très française, très francophone. Euh, on a quand même des liens historiques plutôt avec le monde germanique. Et j'ai l'impression que dans la littérature belge francophone, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une appartenance à des choses qu'on trouve plutôt dans la littérature de la Mittel Europa, un certain rapport au fantastique, mais pas le fantastique spectaculaire, plutôt quelque chose de la bizarrerie ou de l'étrange ou de des apparitions, des doubles, des fantômes. Et c'est quelque chose qui traîne quand même beaucoup dans la littérature belge. Voilà, je sais, mais en même temps, il n'y a pas que ça, donc c'est juste une interprétation possible. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus une question de position dans l'espace francophone que de nature réelle de l'écriture. Oui, qui serait plus littéralement géographique que littéraire, si on peut schématiser un petit peu. Oui, géographique et historique, c'est-à-dire sans doute que vivre culturellement dans un pays comme la Belgique, c'est pas la même chose que de vivre en plein cœur de la France ou c'est pas la même chose que de vivre en Bretagne ou c'est pas la même chose que de vivre dans le sud-ouest. Il y a des particularités historiques et géographiques, notamment le lien, pardon, le lien avec le monde germanique, avec les langues germaniques, avec une proximité aussi avec le nord de l'Europe, plus grande proximité avec le nord de l'Europe. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que c'est vraiment, il y a une base commune, il y a quelque chose de très commun. On fait de la littérature française, enfin de langue française plutôt, mais il y a sans doute un rapport à la narration, au récit et au thème
et à la façon d'aborder un récit et une certaine aussi façon de se décentrer, de ne pas mettre l'intimité toujours au centre, qui elle est plus quelque chose qui me semble être présent dans une littérature mitteleuropéenne ou qui va, disons, qui est plutôt horizontale quoi dans l'Europe, disons une ligne Mmh. horizontale qui va vers l'est de l'Europe plutôt que tout en plutôt que vers Paris, tout en ayant une culture latine, Mmh. euh, une en se considérant comme quand même plutôt des latins et voire des méditerranéens du Nord, mais voilà. Et en termes de décentrage, justement, vos 3 romans ont des sujets très différents puisque c'est votre troisième roman qui vous a permis d'être, sélectionné par, l'IUPL, Quand Cécile. Il y a quand même des thématiques qui se dégagent, le passage du temps, le motif du déplacement, que qu'il soit intérieur ou géographique. Dans le dernier, plus spécifiquement le deuil. Hem, Est-ce que justement vous parliez du décentrement, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une forme de décentrement narratif dans votre, travail et quel est ce rapport au mouvement qu'on retrouve? Est-ce qu'il est naturel chez vous ou est-ce qu'il s'est construit? Je suppose qu'une partie je pense qu'on écrit toujours ce qui nous a nourris, qui nous a, ce qui nous a travaillé dans nos lectures d'enfants ou autres. Ça fait partie quand même de ce qui me travaille quand on écrit. Moi, j'ai lu énormément de récits d'aventure, de voyages et ça depuis l'enfance, quoi. Vraiment, ça. Je pense que même les premières bandes dessinées que je lisais, par exemple, étaient marquées par le voyage en bateau. Et, et j'ai quand même toujours eu une sorte de mythologie de l'aventure, de l'ailleurs, de quitter un petit espace. Et de plus le fait de grandir en Belgique dans une période post-coloniale, avec les liens qu'il y a toujours, enfin les liens qui existaient encore et qui étaient très marqués, très visibles avec le Congo, enfin, avec le Zaïre à l'époque, fait qu'il y avait quelque chose dans le quotidien euh, d'un lien avec l'ailleurs, quoi, voilà, qui Mmh. était vraiment présent. Il y avait des émissions à la radio, des chansons dédicacées que les familles s'envoyaient de Lubumbashi à Namur et inversement. Euh, donc c'est surtout dans un pays qui n'a jamais vraiment fait l'analyse critique enfin, qui a mis très très longtemps à commencer à tout doucement ébaucher une sorte de réflexion critique sur son histoire coloniale, son passé colonial. C'était quelque chose, oui, qui baignait un peu dans l'atmosphère, je pense, et qui traînait dans l'atmosphère. Donc l'ailleurs, le, à la fois le sentiment d'être dans un pays qui est un pays reconstitué, euh, artificiel d'une façon ou d'une autre, et suffisamment petit que pour qu'on ait envie d'aller voir ailleurs Mmh. assez facilement. Euh, Fait que j'ai l'impression que c'est un peu constitutif de l'univers dans lequel j'ai baigné mon enfance. Après, par goût personnel, oui, je- j'ai plutôt un sentiment européen, pas au sens de l'Union européenne, mais Mmh. au sens de l'appartenance à un continent plutôt que l'appartenance à un pays, quoi. Voilà, pour moi, il y a la ville dans laquelle je vis et puis il y a l'Europe. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. Voilà. Je sais pas si ça se marque constamment dans ce que j'écris, mais en tout cas, c'est pas nécessairement conscient non plus, mais je suppose que ça travaille quand même ma façon d'aborder un récit, un personnage, ses déplacements, ses idées. Alors évidemment, dans le dernier, c'est un peu différent parce que c'est plus une sorte de voyage intérieur, Mmh. mais il y a de cet ordre-là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et votre choix stylistique de, si on peut dire, hein, d'écrire un roman en une seule phrase, comment est-il venu? Est-ce que c'est justement pour faire écho à cette notion de voyage, de tous les mouvements intérieurs, l'immobilité? Enfin, est-ce que ça s'est imposé? Est-ce que ça a été quelque chose de délibérément construit avec un sous-texte ou autre? Ou comment ça s'est passé cette écriture?
Ça s'est vraiment imposé. C'est-à-dire que je pense que le texte, l'écriture du texte aurait été parfaitement impossible s'il n'y avait pas eu ce procédé. C'est-à-dire il est constitutif de la possibilité de faire arriver ce texte. Hum. C'est une rumination, donc pour moi, il fallait essayer de coller au plus près possible des allers-retours, des boucles, des cycles qui se produisent dans une rumination, dans une, oui, c'est pas une obsession, mais en tout cas dans le fait de revenir toujours sur quelque chose qui est pensé, et qui est jamais pensé complètement, donc il faut chaque fois essayer de le repréciser, ou il y a des idées qui nous emmènent un petit peu ailleurs, et alors ça renourrit, ça nourrit la boucle, le cycle. Et donc pour moi, le texte, c'était vraiment une sorte de longue rumination, qui commence à un endroit, qui revient à peu près au même endroit. Il, se- il se termine sur les mêmes mots quasiment, mais écrit un peu différemment, enfin sur les mêmes sons, mais écrit différemment. Et, et il fallait, ça c'était la condition pour pouvoir sortir le texte. Et puis après, très rapidement est venue l'idée de la filature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça raconte une filature, et est arrivée l'idée que c'était le même mot pour une filature quand on suit quelqu'un, et une filature quand on fait un fil, enfin le fait de fabriquer un fil à partir de fibres, que c'était le procédé ici, il s'agissait d'essayer de reconstituer le fil de quelque chose, le fil d'une vie brisée, le fil de souvenirs qui s'étiolent, le fil d'une raison, d'une explication à tout ce qui s'est produit. Euh, et donc, la meilleure façon de rendre compte de ce fil, de cette filature, c'était de la mettre en forme directement dans la phrase elle-même, c'est-à-dire de faire un long fil sur lequel on tire, et on essaie qu'il ne casse pas, on essaie qu'il ne se brise pas avant la fin. Voilà. Donc, c'est la combinaison des deux, à la fois la rumination et la filature. Et est-ce que ça représente un travail, vraiment littéralement un travail technique très différent d'un roman à la forme plus classique, ce que vous avez écrit, précédemment? Ou est-ce que c'est simplement une autre manière, de travailler? J'aurais tendance à dire que ça me demande moins de travail d'écrire comme ça, par exemple, que d'écrire un format plus classique. C'est plus naturel, voilà, c'est plus ma pente naturelle. Mais cela étant dit, ça demande un gros travail de lissage et de polissage pour faire en sorte que la phrase soit à la fois compréhensible, qu'elle ne soit pas diluée, c'est-à-dire le fait de l'étirer, de lui donner une forme qui fait qu'elle ne s'arrête jamais, ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller à quelque chose qui la dilue. Donc il faut que ça soit bizarrement très tenu, euh, très serré, vraiment au cordeau. Enfin, sans mauvais jeu de mots parce que je parlais de film, mais sans, il peut pas y avoir il peut pas y avoir deux choses qui dépassent, quoi. Voilà. Donc il fallait, moi je l'ai beaucoup poli ce texte, je l'ai poli au sens lustré, Mmh. pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucun mot qui puisse être changé, remplacé par un autre. Donc pour moi le texte là, personnellement, hein, je peux pas changer la position de la moindre virgule. Alors que d'autres textes me semblent plus difficiles à travailler techniquement parce qu'ils procèdent éventuellement d'une narration plus classique, et que cette narration plus classique elle est quelque chose de pas nécessairement naturel, parce bizarrement, le fil qu'on suit dans ses pensées, c'est quelque chose de plus naturel, de plus proche de la réalité de nos pensées, de nos verbalisations intérieures. Et donc, il faut lui donner une forme littéraire, il y a un gros travail de mise en forme et de nettoyage. Mais c'est quand même quelque chose qui est plus proche naturellement, tandis que tout le reste, une écriture plus classique, c'est davantage une mise en scène. Et une mise en scène, c'est beaucoup plus technique, je pense. Oui, et ça a dû vous demander plus, comme vous le disiez, de travail de réécriture, mais c'était plus fidèle à votre manière à votre voix intérieure, en fait, des Oui. C'était pas nécessairement de la réécriture parce que il y a, comment dire, il y a pas vraiment le texte, je suis pas, j'ai pas modifié beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment quasiment un premier jet, sauf que euh, j'ai vraiment enlevé le moindre élément qui me semblait être du gras,
ou inutiles, ou j'ai vraiment cherché à mettre les mots les plus justes possibles pour ce que je voulais faire. Donc c'est pas vraiment un travail de réécriture, c'est vraiment plus un travail de de nettoyage en finesse, quoi. Voilà, ouais, de polissage. Pour moi, c'est plus de l'ordre de la taille d'une plante, d'une vigne, ou voilà, je sais pas. On taille pas n'importe comment et on coupe pas des grosses branches en attendant qu'elles repoussent. C'est-à-dire on laisse la vigne pousser. Une fois qu'elle a poussé, on enlève vraiment ce qui semble être nécessaire pour qu'elle se porte bien. Et je pense que c'est un peu le même principe ici. Et vous avez été, par ailleurs, libraire et chercheur en neuropsychologie cognitive, ce qui est quand même assez inhabituel comme parcours. En tout cas, déjà, rien que libraire et chercheur en neuropsychologie, c'est pas forcément très courant, plus écrivain. Est-ce que, certaines manières, vous avez en partie répondu en parlant du travail là sur votre dernier roman, mais est-ce que ces différents métiers, différents domaines se nourrissent et infusent votre écriture, aujourd'hui? Alors oui, mais de façons différentes et dans des proportions différentes. Le travail de libraire, c'était plus, ça m'a davantage donné une sorte de vision de l'état de la littérature. Parce que quand on est libraire, on a des milliers de livres qui nous passent dans les mains, qu'on ne lit pas tout, forcément. On feuillette beaucoup, on apprend aussi à repérer assez rapidement ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce qui nous semble fabriqué ou sincère, ce qui peut être laissé de côté ou pas. Euh, Avant d'être libraire, jamais j'aurais abandonné la lecture d'un livre, en fait, si ça me plaisait pas, une sorte de morale un peu ferme et classique en disant on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Là, le métier de libraire apprend à laisser tomber parce que c'est absolument impossible. Autrement, on est dans l'obligation quand même de, ne serait-ce que pour l'aspect commercial, de savoir ce qu'on vend et pourquoi et à qui on va le conseiller. On est quand même dans une démarche généralement où on doit s'enquiller beaucoup de morceaux de texte, de livres, pour au moins s'en faire une idée. Donc, c'est important d'assez rapidement laisser tomber si on sent que que c'est pas bon ou que c'est pas la peine ou que ça ne nous convient pas ou ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de défendre ou de soutenir. Donc ça donne quand même une certaine vision de l'état de la littérature à un moment donné et donc de pouvoir soi-même se situer sur ce qu'on veut faire, en fait. Voilà. Donc moi, ça m'a donné plus cette impression-là de me dire, bah tiens, voilà, je sens que je vais plutôt vers ce type de texte, ou ce type d'auteur ou d'autrice, ou ce type de maison d'édition. C'est dans cet univers-là que je suis le plus à l'aise, où ça correspond le plus à, à ma façon de voir la littérature. Voilà. Donc ça c'est plutôt une sorte de vision d'ensemble. Par contre, différemment, le travail de recherche scientifique, pour moi, c'est le même fondement que l'écriture littéraire. Pas l'écriture scientifique, hein, qui est quand même quelque chose de très particulier et qui nécessite en fait d'apprendre à écrire autrement ou en tout cas à désécrire, à écrire à une langue artistique, une langue de communication. Mais par contre, c'est basé sur le doute, sur les questions qu'on peut se poser, les hypothèses. C'est-à-dire que des hypothèses par rapport à la langue, des hypothèses par rapport à des situations, par rapport à des personnages, par rapport à ce qu'on veut dire. Est-ce que l'hypothèse qu'on fait est bien construite? Est-ce que c'est douter en permanence de ce qu'on fait? C'est dès qu'on a écrit une phrase, c'est la remettre en question pour voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux ou de dire les choses autrement. Et ça, c'est quelque chose qui est très proche de la démarche scientifique où quand on fait de la recherche, on fait une hypothèse, on la teste, on obtient des résultats. Quels que soient les résultats qu'on obtient, on remet en question son hypothèse, on la valide ou si on la valide, est-ce que on la valide définitivement ou est-ce qu'il faudrait aller vérifier une autre petite partie et quels que soient les résultats qu'on obtient, on en doute et le propre de la recherche scientifique est de créer de créer de la connaissance
dont on sait qu'elle n'a pas vocation à être définitive, qu'elle a vocation à être remise en question le plus vite possible. Et ça, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est proche du travail d'écriture, même si les moyens et les buts sont différents. Et à quel moment dans votre parcours, trajet, vie, peu importe, l'écriture s'est-elle presque imposée à vous ou a-t-elle émergé Elle a toujours été là, j'ai toujours écrit, euh, mais j'ai jamais, pendant très longtemps en tout cas, j'avais pas l'envie, le besoin, l'intention de publier. C'était pas, j'écrivais pas pour ça. J'écrivais comme une discipline personnelle, quoi. Voilà. Et des choses que par ailleurs, pour la plupart, j'ai balancé parce que c'est pas le but n'était ni de les garder, ni de les montrer. Donc, mais simplement, je me suis toujours dit, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de faire des trucs. Et puis, le jour où j'aurais brûlé toutes mes cartouches, bah, je pourrais toujours écrire. Alors, c'est très, je suis toujours gêné de le dire, c'est assez prétentieux, mais j'ai jamais douté une seule seconde. Enfin, je me suis même jamais posé la question de savoir si il y aurait quelqu'un pour me publier ou si j'étais capable de le faire. Ça m'a jamais semblé être une question en fait. Pour moi, c'était un truc tout à fait. Je me suis dit, bah, le jour où je voudrais, je le ferai. Et 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 à partir du moment où j'ai arrêté la librairie parce que bah là, j'avais fait ça pendant assez longtemps, selon mon goût. Je me suis dit, bah bon, là, voilà, il y a un moment, à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 45 ans, 44 ans. Je me suis dit, bah, c'est peut-être, je vais peut-être arrêter de perdre mon temps à faire d'autres choses, quoi. Voilà. Ou de tourner autour du pot et peut-être que j'assume le truc, que j'ai envie de faire ça. Voilà. Et c'était quel type de librairie teniez-vous? C'était une librairie généraliste C'est une ou librairie spécialisée? généraliste. J'étais pas tout seul, hein. J'avais un associé, qui a d'ailleurs repris enfin, qui continuait la librairie. Et puis on était une équipe de sept libraires, je pense, 6 ou 7 libraires. Euh, mais moi j'ai arrêté après 16 ans. C'était une librairie généraliste, voilà. Et et 16 ans c'est long. 16 ans c'est très long. Oui, j'imagine, surtout si vous aviez en tête quand même cette piste de l'écriture comme en vue. Ouais, mais même pas. C'est-à-dire que c'est pas ça qui m'a fait accélérer la fin de la librairie. C'est vraiment le désamour pour le métier de libraire des amours personnels, hein, qui m'a fait arrêter. C'est pas l'envie de passer plus de temps à écrire. C'est clair que dans mon cas, c'était impossible de faire les deux en même temps. Voilà. J'ai un ami qui est à la fois gérant d'une librairie et qui écrit beaucoup. Je sais pas comment il fait. Voilà. Moi, c'était impossible. Impossible de pouvoir le faire dans les mêmes conditions. Donc, mais c'est pas l'envie d'écrire qui a précipité la fin de mon travail de libraire. C'est l'envie d'arrêter, Oui, tout simplement. tout simplement. Et on va reparler un petit peu donc du prix de littérature de l'Union européenne. Est-ce qu'il vous a apporté ou que vous a-t-il apporté en termes de rencontres, opportunités, traductions, si jamais vous avez le droit d'en parler? Voilà. Mais c'est un accélérateur de visibilité parce que c'est extrêmement difficile d'accéder à des traductions et à une visibilité internationale. En tout cas, moi, à mon niveau de, de visibilité, de diffusion dans ma propre langue, quoi. Donc, par exemple, quand Cécile, il était déjà acheté pour être traduit en espagnol avant le prix, mais par contre, le prix, la mention, a, euh, a déclenché quelques autres projets de traduction, dont plusieurs sont en route. Il y en a qui doivent encore
être confirmé, mais enfin, il y aura entre 5 et une dizaine de traductions, quoi. Donc, et ça, probablement que ça aurait été inaccessible sans la participation à ce prix et sans la mention. Euh, c'est une visibilité, ça sort aussi du cadre purement francophone. Voilà, moi, le fait d'être belge et publié en France, c'est à la fois une situation très confortable parce que j'accède à un marché francophone plus large, plus vaste que si j'étais publié en Belgique. Mais en même temps, je reste un Belge en France et en France, je pense que je continue à être vu comme un auteur belge. Alors j'ai eu beaucoup de presse, j'ai eu des bons retours, mais euh, mais l'édition française, ça reste l'édition française et et moi, comme je vois plutôt un tropisme européen, l'idée de pouvoir être lu dans d'autres langues en Europe, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et qui me motive très très fort, quoi. Voilà. J'ai des amis qui sont des auteurs français. Pour eux, la traduction, c'est un truc, ça les intéresse pas particulièrement. S'ils en ont, c'est super, mais c'est pas, c'est pas très très important. Alors que pour moi, c'est quelque chose auquel je tiens, voilà. Mais qui est tellement difficile d'accès que, voilà, moi, je pensais par exemple que mon précédent livre, Encore tropical, serait plus facilement traduit parce que il y a une dimension de voyage, d'aventure internationale. Il se passe en partie en Espagne, il se passe en Amérique du Sud. Bref, il y a quelque chose qui est moins marqué, pas plus ouvert. Et en fait, non, pas du tout. Alors que celui-ci, qui est un truc très personnel, très intime et très intérieur, euh, fonctionne, voilà. Mais n'aurait sans doute absolument pas fonctionné sans la visibilité qu'apporte la participation au prix et la mention. Oui, qui sont un vrai coup de projecteur de ce que vous dites. Ah oui, Oui. absolument. Oui. Oui, plus tout le travail que les gens du prix font, notamment Aurélie Bontouroche qui fait un travail incroyable de promotion des textes et des auteurs et des autrices du prix. Et elle fait un très très gros travail pour faire connaître les textes auprès d'éditeurs étrangers. Donc voilà, ça ouvre quand même un certain nombre de portes assez assez impressionnant en très peu de temps. Est-ce que vous avez déjà participé à des rencontres, événements ou autres justement dans le cadre de ce prix et eu des retours sur ne serait-ce que les extraits qui sont publiés sur le site de la part de lecteurs d'autres pays et d'autres langues? Alors non pas encore, bah, si ce n'est si ce n'est les éditeurs qui ont marqué leur intérêt par rapport à ce qu'ils ont lu du texte. Non, j'ai quand même participé à un festival, une réunion plutôt d'auteurs et d'autrices européens qui se réunissaient à Bruxelles, qui est une sorte de festival qui est uniquement fréquenté par les gens qui écrivent, par des gens qui écrivent dans différentes langues, qui sont pas nécessairement des gens connus, enfin, ni connus, ni traduits, ni même parfois publiés, des gens qui en tout cas ont une démarche d'écriture. Et ça, c'est venu par la visibilité qu'a donné le prix. Mais à part ça, non, je suppose que ça se mettra peut-être en place aussi à partir du moment où le livre sera dans des traductions. Parce que pour le moment, il y a juste la traduction espagnole qui est apparue, il y a 10 jours. Donc c'est vraiment tout frais. Et pour le reste, on verra ce que ça donne à la suite. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cet échange et cette plongée dans votre écriture, votre univers et votre vision. Merci beaucoup. Merci à vous.